Marie-Michèle Bourrat, vous êtes pédopsychiatre. Et lorsque l'on nous a proposé de parler des grands-parents, vous nous avez dit « mais oui, bien sûr ». Le rôle des grands-parents aujourd'hui, en 2019, n'est plus du tout le même et les grands-parents même ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans. Non, il suffit de regarder les photos de famille et on voit bien que les générations ont changé. C'est vrai que les enfants se font de plus en plus tôt ou de plus en plus tard. Donc les grands-parents, ils sont plus du tout le même âge. Un grand nombre sont encore en activité. On voit d'ailleurs plutôt les femmes que les hommes prendre leur retraite pour pouvoir avoir du temps pour leurs grands-parents. Ça devient une motivation pour prendre sa retraite, mais aussi pour pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais fait dans la vie. Et cet accès finalement à une vie propre, à une vie personnelle, à cette période de la vie surprend parfois les enfants. Bien sûr. Comment ? Mais tu n'es pas disponible. C'est ça. Grands-parents égale disponibilité. Et pas toujours. Pas toujours. Et pas toujours. Et c'est là où peuvent se passer aussi des difficultés générationnelles. Pas seulement, on pense toujours aux problèmes d'autorité, aux problèmes de sécurité. Tu lui mets bien sa ceinture de sécurité, c'est plus comme de ton temps, il faut que tu penses à prendre les sièges correspondants. Bon, il y a plein de détails de cet ordre-là, mais il y a aussi derrière tout ça la dimension de tu es là pour t'occuper de tes petits-enfants. Et des grands-parents qui disent ah ben on est désolé, mais on a programmé un voyage bien justement dans les pays où il y a ces belles fleurs qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc on ne pourra pas les prendre du 1er au 15 juillet. Ils ont un planning. Comment ça ? Vous ne nous avez pas dit que vous aviez prévu ça. Voilà. Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. De tout ça, on va parler bien évidemment. Regardez ce qui suit sur les grands-parents. Et ensuite, Marie-Michèle répond à toutes les interrogations qui sont les vôtres. Bon, tu finis ton assiette, sinon pas de dessert et au lit. C'était mieux les vacances chez papy et mamie. Au moins, je pouvais faire ce que je voulais. Ah, ça c'est sûr. Les grands-parents, c'est souvent plus souple que les parents. Et les grands-parents adorent garder leurs petits-enfants. En moyenne 9 heures par semaine et 22 jours par an au moment des vacances scolaires. Mais au fait, est-ce que ça donne des droits d'être grands-parents ? En France, papy Michel et mamie Odette ont par exemple un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants. En cas de conflit, ils peuvent même faire valoir ces droits devant les tribunaux. Mais ce n'est pas tout. Le Code civil leur donne aussi un droit de correspondance. En gros, papy et mamie peuvent appeler leurs petits-enfants ou même échanger des textos. Enfin, si ceux-ci leur ont expliqué comment faire avant. Mais être grands-parents, ce n'est pas que du plaisir, c'est aussi des responsabilités. Si par exemple leurs petits-enfants deviennent orphelins, ce sont souvent les grands-parents qui deviennent leurs tuteurs légaux. Et en cas de besoin, la justice peut les contraindre à verser une pension alimentaire à leurs petits-enfants. Mais il faut le dire, c'est très rare. Et attention, il arrive que la responsabilité s'inverse. Les petits-enfants peuvent avoir l'obligation de subvenir aux besoins de leurs grands-parents qui se sont tant occupés d'eux. Comme ce gentil chaperon rouge qui apporte régulièrement de quoi manger à sa mère grand. Bref, sans voir le loup, on l'espère vraiment. On a bien vu là ce que disait la loi sur le rôle des grands-parents aujourd'hui dans notre société. J'aimerais qu'on reprenne plusieurs points. Il y a un rôle affectif indéniable, non ? Oui, le rôle affectif, il est fondamental parce que les grands-parents ne sont pas engagés dans l'éducation de leurs petits-enfants. Et c'est aux parents de faire l'éducation de leurs enfants et les grands-parents sont là pour apporter aux enfants la possibilité d'une oreille qui peut tout entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils vont soutenir les enfants contre leurs propres enfants, mais ils sont là pour tout entendre. C'est beaucoup plus facile quand on n'a pas de tâche éducative. C'est beaucoup plus facile aussi quand on est dans une position dans laquelle ça va être plutôt du jeu, plutôt du temps de loisir, que du temps pendant lequel il faut dire fais tes devoirs ce soir, si t'as pas fini. Les grands-parents sont plus permissifs, c'est un postulat de départ ? C'est pas qu'ils sont plus permissifs. Il y a différents types de grands-parents. Il y a des grands-parents qui sont très autoritaires et tout le monde. Il y a même des grands-parents qui n'aiment pas du tout recevoir leurs petits-enfants. Oui, ça existe. Ça existe et bon. Pourquoi pas, après tout, s'ils n'y arrivent pas. Mais surtout, ce que montrait très bien le documentaire qu'on vient de voir, c'est que les grands-parents Ça va faire plaisir à Grégoire Olivero, à Tatiana d'Eden TV, qui fabrique avec toute l'équipe ces datas, les selfies, qui nous fournissent les feuilletons et que j'embrasse très affectueusement. Je remercie pour leur présence en régie. Appeler un data documentaire, je peux vous dire que là, à mon avis, pam, 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 n'est-ce pas ? Ah, ils sont très très contents, j'imagine. Tant mieux, parce que qu'est-ce que ça montrait ? C'est très bien fait parce que ça montre
que ça n'est pas une annexe, les grands-parents, que les parents ne peuvent pas se passer de leurs propres parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se brouiller et de couper les liens de leurs enfants avec leurs origines. Parce que sinon, c'est quoi? Ce sont tous ces chaînons d'une famille. Oui. Il va manquer un chaînon? Il va manquer une transmission. La transmission. Il va manquer la transmission, et cette transmission, elle est fondamentale. Alors, c'est très compliqué quand il y a un conflit entre les enfants et les parents. Bien sûr. Parce que si la justice doit trancher, les petits-enfants sont mis dans une position de conflit de fidélité. Encore plus avec les familles recomposées. Oui, mais c'est même pas ça, c'est vraiment le conflit de fidélité. Est-ce que je dois être fidèle à mes parents en ne m'entendant pas avec mes grands-parents, ou est-ce que je suis fidèle à mes grands-parents en ne donnant pas raison à mes parents? Et ce sont des questions fondamentales qui ont joué dans le problème des sectes, qui ont joué dans un bon nombre de situations, quand des grands-parents qu'on voit encore jouer pour les enfants de djihadistes. Donc c'est un sujet d'actualité. Les grands-parents réclament leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc on est vraiment dans une situation... Donc c'était très bien de nous montrer que les grands-parents ne sont pas des annexes, ils ne sont pas simplement des lieux dans lesquels on peut déposer ses enfants comme des colis quand on a besoin de les garder, mais ils sont un lien dans la filiation et dans la transmission transgénérationnelle de l'histoire de la famille. Est-ce qu'on peut garder l'antenne jusqu'à l'heure de questions pour un champion? Allez, je vous l'avance jusqu'à l'heure de slam, tellement on a de choses à se dire avec Marie-Michèle Bourrat. Vous avez parlé de transmission, Marie-Michèle. Transmission de valeurs et de souvenirs, les deux ensemble? Les deux ensemble. Transmission d'histoire, transmission d'expérience. Apprendre à faire des confitures avec sa grand-mère, moi j'ai comme ça un petit voisin qui est devenu un excellent pâtissier parisien qui commence à être connu parce que quand il était petit, il venait chez sa grand-mère et il faisait des gâteaux avec sa grand-mère, ce qu'il n'a jamais fait chez lui. Et voilà, ça a été la racine de sa vocation. Concernant les souvenirs, parce que les grands-parents sont souvent dans un rôle de mémoire de la famille. Ils adorent, à partir d'un certain temps, raconter ce qu'eux-mêmes ont vécu, comparer, essayer de comprendre la vie de leurs petits-enfants. Les souvenirs, c'est très important. Et leurs petits-enfants sont avides de savoir d'abord comment étaient leurs parents. Ils aiment bien savoir quelles notes avaient leurs parents quand ils allaient à l'école. S'il y avait l'électricité quand on était jeune, ça agace. Ils aiment aussi, quand on leur parle de leurs grands-parents, ils ont l'impression que c'est avant la guerre de 14 quand même. Faut être clair. Quand vous dites tu les as connus, les voitures qui marchaient tout doucement, mais est-ce qu'il y avait l'électricité? Enfin bon, tout ça, c'est des questions, ils ont besoin. Et l'école favorise ça. Mais c'est des repères pour eux, finalement. Ça leur permet de se recontextualiser dans une société qui va très vite avec les téléphones portables, les tablettes, ils ont tout ça. Leurs grands-parents ne l'avaient pas. Mais du coup, est-ce que le rôle ne peut pas s'inverser parfois? Si, il s'inverse parce qu'eux-mêmes, ils apprennent... C'est ça. Tu vas, papy, tu m'enverras un SMS. C'est quoi un Ça les SMS? oblige. Voilà. Bon, voilà. Les tablettes, c'est souvent les petits-enfants qui ont appris aux grands-parents à se servir des tablettes. Il n'y a pas de secret. Chacun apporte là d'où il vient. Mais les photos, c'est les grands-parents qui les ont. Les photos du temps passé. Et ils adorent regarder ça. Ils adorent reconstruire le passé. Ils adorent retrouver des objets anciens. Garder la mémoire et la transmettre. Marie-Michèle, on a une question pour vous. Vous l'écoutez. Et puis, bien sûr, tout de suite après, vous y répondez. Bonjour, je m'appelle Joseph. Je viens de Poitiers et j'ai une question à vous poser. On dit souvent que les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants sont en meilleure santé. Est-ce que ça se mesure, ça, sur l'espérance de vie? Je vous remercie. Joseph, que répondre à Joseph? J'ai le sentiment qu'il veut parler presque de bonheur, finalement. Alors, moi, je dirais que je n'ai pas lu d'études scientifiques qui aient vérifié ce que dit Joseph, mais que j'en suis pratiquement sûre. Parce que quand on s'occupe de ses petits-enfants, d'abord, il faut avoir de la santé physique. Il faut pouvoir monter et descendre les escaliers, il faut pouvoir shooter dans un ballon, il faut pouvoir courir, et c'est de la gymnastique beaucoup plus efficace, à mon avis, que celle qu'on fait au club sportif. Voilà. Donc je crois vraiment que... Pour le corps et pour la tête. Pour le corps et pour la tête, pour les deux. D'autre part, on est obligé de composer aussi, donc de comprendre les modes de fonctionnement modernes, de s'adapter.
je crois véritablement qu'il a raison, ça entretient, sans parler du plaisir quand même, quand des grands-parents voient leurs petits-enfants leur sourire. Mais il y a quelque chose d'un peu difficile, on en parlait ensemble tout à l'heure avant l'émission, c'est que c'est vrai surtout quand les petits-enfants vont jusqu'à l'adolescence. Et puis souvent, à l'adolescence, ils n'ont plus très envie d'aller chez papy et mamie, à moins qu'ils aient un groupe de copains dans ou le une lieu, piscine. Voilà, ou une piscine. Karine, on est d'accord. Souvent, ils désinvestissent un peu. Et si les grands-parents se sont trop investis et ont cru qu'ils étaient en train de recommencer une autre activité parentale, eh bien, ils vont déprimer à ce moment-là et ça va être difficile. Il faudra attendre le moment où ils reviendront, et ils reviennent souvent pour les peines de cœur. On confie plus facilement ces peines de cœur à sa grand-mère qu'on ne les confie à sa mère. Et vous avez raison. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est exact. Karine, oui ou non? Oui, clair. Et ça rassure ce que dit Marie-Michel quand on est parent. Tout à fait, oui. C'est tout à fait. Parce que quand on est parent, on peut se dire, est-ce qu'il faut que je confie mes enfants tôt ou pas à mes propres parents ou à mes beaux-parents? Un bébé, on peut le confier à des grands-parents. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut confier un bébé. Je pense qu'il faut attendre que l'enfant ait la capacité de s'exprimer. Moi, je considère que ce qui est fondamental, c'est quand l'enfant peut dire « pas là ». Quand il peut dire « pas là », ça veut dire qu'il sait que vous n'êtes pas là. Donc, il a la possibilité d'envisager votre absence. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez le confier, oui. Vous pouvez le confier. Avant, c'est parfois plus difficile. Confier un tout petit, bien sûr qu'on en confie. On en confie tout le temps. Oui. Tout le monde confie. Mais il faudra que l'enfant... l'enfant, il vous a perdu. La différence, c'est que dans cette expérience-là, il a perdu véritablement ses parents et il lui faut faire toute une expérience pour les récupérer dans la toute petite enfance. C'est pour ça que, par exemple, pour ce qui est la résidence alternée, je pense que la résidence alternée sur une durée de plusieurs jours n'est possible qu'à partir du moment où l'enfant est capable de se rendre compte de la différence. Sinon, ça semble logique. Voilà. Ça semble logique. Logique comme toujours avec Marie-Michel Bourrat.